Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Hervé Villard. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Tout le monde en a parlé à retrouver Hervé Villard. Le chanteur est de passage à Paris, dans le quartier de son enfance, Pigalle. Je vous emmène où j'ai failli rester dans ma vie, c'est-à-dire à Pigalle. Alors là, tout ça m'appartient. On revient sur les lieux. Ce soir, il a rendez-vous dans un cabaret du quartier pour une soirée très privée. Comment ça va, Coccinelle? Oh, elle est jolie comme tout ce soir. Parmi les amis présents, la chanteuse Julie Pietri. Mais qu'est-ce que c'est mon amour? Bon, ça va beauté. Mon amour interdit. Ça va beauté. C'est toujours aussi belle. Chanson d'amour en sucre. Dans cet endroit de nuit, Hervé Villard est toujours considéré comme une star et est très sollicité par les photographes. Après la fête, il nous emmène sentir l'air de Pigalle, à la fois historique et branché. C'est là que je dormais dans les caves souterraines. Faut pas le dire. À près de 65 ans, le chanteur s'amuse toujours du Paris sexy. C'est joli. Regardez ça. Tout est à vendre. Maintenant, on fait des supermarkets de la culotte. Juste à côté du théâtre Jacques Canetti, ça c'est le plus grand, celui qui a découvert Brassens, Brel, tout ça. Quelques airs du Paname d'hier lui rappellent d'autres souvenirs. Padam, padam, au défilé. Hervé Villard doit se coucher tôt. Bye bye. Good night. Demain, il se rend à Besançon pour un concert où plusieurs milliers de spectateurs l'attendent. C'est donc à la gare que nous retrouvons le chanteur aux millions de disques vendus. Ah, on y arrive. Ah, c'est Micropolis. Ah bah oui, je les vois, voilà. Le gala a lieu dans une grande salle en périphérie de la ville. Finalement, ils partent les chanteurs maintenant dans les... Hein, le musical n'est plus ce qu'il était, mon ami. C'est là. Bon. J'adore. Les bus des spectateurs sont déjà arrivés au parc des expositions de Besançon. Non, mais c'est bon. Ouais. Voilà tes appartements. Ben, ils sont parfaits. Hein, pour quelques heures. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Le chanteur ne voyage jamais sans lecture. Bien, j'ai acheté ça l'autre jour, je veux lire ça. Je sais pas ce que c'est. Nous, on vit avec un ange. C'est ce qu'il dit, les anges ne voient. Les anges ne voyagent pas. Et alors, et moi, alors? Je suis pas un ange. Un ange qui rédige actuellement le 3e volet de sa biographie. Il nous en lit un passage. J'ai bu la camomille brûlante allongée sur ma paillasse de drap de rêche. Un croissant de lune. J'écris pour le plaisir d'écrire, parce que j'aime avant tout la littérature. Et que je ne suis pas un écrivain. Je suis un chanteur qui essaie d'écrire. Il faut toujours avoir quelque chose à faire dans la tête.
Et puis s'exécuter un peu. Le producteur du gala vient le saluer dans sa loge. Est-ce que c'était bien? Je vous fais une bise. Oui. Est-ce que c'était bien, Dubaï? Voilà. C'est vrai? Extraordinaire de- C'est vrai? Vous savez qui est cet homme? C'est le producteur, il était producteur aussi de Charles Trenet, de Léo Ferré, d'Aznavour, de tas de chanteurs. Hervé Villard chauffe sa voix en fredonnant la chanson d'Isabelle Aubray. Que la montagne est belle. Puis il file se préparer. Là, je vais mettre un habit de lumière. Et je vais commencer à devenir Hervé Villard. Le spectacle peut commencer. Nous n'irons plus jamais L'habit de lumière est fièrement porté. où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Toi, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour. Ta vie qui appelle au secours. Le public l'applaudit à tout rompre, Merci mes amours. Soyez heureux. forcé de constater que pour Hervé Villard, tout n'est pas fini. Et maintenant, la lumière se rallume sur Hervé Villard. Hervé, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Bonsoir. Vous êtes né le 24 juillet 1946 à Paris sous le nom de René Villard, initiale Hervé, d'où Hervé Villard. Et ensuite, vous avez enlevé un L pour que votre nom soit plus gros sur l'affiche. Exact. Père chauffeur de taxi, que vous n'avez pas connu. Votre mère, Marcelle Blanche Villard, vendeuse de violettes et de partitions, puis ouvreuse au théâtre des variétés. Alors, suite à une dénonciation par une voisine disant qu'elle est alcoolique, votre mère est déchue de ses droits maternels. C'est exact. C'est l'époque où l'État se chargeait de repeupler les campagnes en fabriquant des orphelins juste après la guerre. Voilà. La dernière image que vous aviez gardée d'elle, c'était devant le Sacré-Cœur. Vous dites avec des larmes qui coulaient sur ses taches de rousseur. C'était une petite femme qu'on appelait la petite frisée, qui était une fille des faubourgs. Ouais, un peu piaf. C'était sa copine. C'était la copine de Miss Tinguène, sauf Ouais. qu'elle n'a pas chanté. Voilà. Alors, vous êtes confié à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul sous le numéro 764. Et là, on vous dit que votre mère est morte. Et vous savez que c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a un espèce de pressentiment où on se dit non, c'est pas possible. Donc je me suis réinventé ma mère. Ouais. Ma mère pouvait être, lorsque j'étais enfant, Dalida ou Marilyn Monroe, Ouais. c'était très bien. Alors, elle a interdiction de vous voir et de correspondre avec vous, ce qui ferait que vous passerez votre enfance, en fait, à attendre ses lettres. À faire des sauts de puce comme ça dans des familles, berrichonnes. Ouais. À chaque fois qu'elle situait la famille dans laquelle j'étais, eh ben on me rebalançait ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors ensuite, donc, vous faites différentes familles d'accueil, et notamment dans le Berry, chez Nénès et Simone Oxiette, qui étaient des métayers très pauvres, Oui, et qui oui. transgressent en fait la consigne qui est donnée aux gens qui recueillent des enfants. Et on leur dit, il ne faut pas s'attacher. Ah oui. C'est-à-dire qu'on élève les enfants comme des veaux. Ouais. C'est-à-dire qu'on est chargé de ne pas les aimer. Il faut les élever, il faut leur donner à manger, il faut les faire travailler un peu, il faut leur apprendre, les éduquer au travail de la terre, mais il ne faut surtout pas leur donner un signe d'amour. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, bien entendu, puisqu'ils ont fait le contraire. Voilà. Alors, vous serez placé dans 7 familles successives. À l'âge de 11 ans, vous arrivez dans le Cher, à la Célette, Oui. et là, vous rencontrez quelqu'un qui aura une grande importance pour vous, c'est l'abbé Tony Engrand, Ouais. dont vous dites qu'il était un saint sur la terre. Oui, c'est un grand théologien qui aurait pu devenir, je ne sais pas moi, évêque ou archevêque ou ce que vous voulez, qui n'était pas forcément un homme d'église, qui était un être qui savait reconnaître la vérité en chacun d'entre nous, mais surtout qui avait une main grande comme un battoir, qui pouvait vous étaler comme ça sur la gueule, mais aussi qui savait aussi l'attendre. Ouais. Alors, l'abbé Engrand vous initie à la musique et à la littérature, Oui, vous tout à passez fait. votre certificat d'études. Avec mention. Oui.
Alors à 14 ans, vous sentez que vous voulez devenir chanteur. Oui, parce que je chantais à l'église et puis qu'on disait que je À chantais l'école, bien. vous chantiez Milord, vous chantiez Vénus de Gloria Lasso Ouais. sur les bancs de l'école. Voilà, Vénus mon ami, étoile de la nuit, je vous en prie. J'adore. Voilà, mais on veut faire de vous un garçon de café, vous voulez vraiment, vous savez que c'est pas votre On destin. va surtout quoi. faire un maçon de moi. Ouais. Et alors, si je peux me permettre, on m'envoie donc dans une école spécialisée dans la Creuse, Ouais. à Felletin. Et je suis monté sur un échafaudage, j'ai eu le vertige. Ouais. Et donc, je me suis tiré, j'ai commencé ma fugue, la Ouais. première. Justement, vous montez à Paris, mineur sans papier, vous trouvez refuge auprès des prostituées de Pigalle, à qui vous rendez des menus services. J'étais, disons, couvert par les truands. J'étais en fuite de l'hospice Saint-Vincent-de-Paul, donc je me barrais parce que je n'y étais pas bien. Et je rêvais naturellement de golf Drouot, d'Olympia, de musique, de chaussettes noires, et en Paris, en pleine guerre d'Algérie. Et donc là, le refuge était surtout Pigalle. Il y a aussi des moments où vous passiez par les toits pour visiter les appartements quand même, non? Ah oui, je l'ai fait, oui, c'est sûr. Oui. J'ai frôlé cette délinquance, on va dire, en rappant, on va dire, à l'époque. C'est là que le peintre Dado, dont vous admirez les œuvres, vous présente à son galeriste Daniel Cordier, grand résistant, ancien secrétaire de Jean Moulin. Oui, c'est-à-dire que j'avais faim, j'ai lavé mon col de chemise, et puis on va dire que le dessin se forme par un sandwich fendu en deux. Dado peignait de grandes fresques sur la future gare Montparnasse. Et moi, c'est pas les fresques de Dado qui m'intéressaient, c'était le sandwich qu'il y avait au bord de la table. Et il l'a vu dans mes yeux, donc il a il a coupé ce sandwich en deux, il m'a dit t'en veux un bout, et si t'as faim, je lui ai dit oui, et il m'a dit samedi je donne un vernissage dans les beaux quartiers, tu viens et tu es mon invité. Et c'est là que je suis allé, rue de Ménil, chez Daniel Cordier, que je ne connaissais pas naturellement, et là il y avait tout un grand parisianisme, je veux dire, qui allait de Malraux à Marie-Laure de Noailles, en passant par Peggy Roche et d'autres, et qui visitait les œuvres de Dado. Et pour la première fois, on va dire que je n'ai pas menti. Je ne me suis pas servi de mes mensonges en disant mon père habite Lyon, ma mère habite Bordeaux. J'ai dit la vérité à Cordier. Et Cordier a dit, tu rentres en orphelinat, je t'en sors. Voilà, et 2 mois plus tard, il devient votre tuteur légal, ce qu'il a été évidemment jusqu'à l'âge de 21 ans. Chez Cordier, effectivement, vous rencontrez Malraux, Mendès France, Bacon, Clouzot, Aragon. Enfin, c'est brillant, c'est brillant. Génial. Enfin, si je peux mettre Malraux m'amusait pas tous les jours. Oui. Mais vous l'appeliez le dingue, hein? Oui, je l'appelais le cinglé parce qu'il devait être shooté certainement. Enfin, je sais pas, mais il mangeait. Non seulement il mangeait ses mots, mais il mangeait dans ses plats avec ses doigts. Enfin, je trouvais que pour un ministre des Affaires culturelles, je trouvais qu'il était très mal élevé. Donc vous trouvez à ce moment-là un job chez Symphonia, grand magasin de disques des arcades du Lido sur les Champs-Élysées. Et là, vous commencez à prendre des cours de chant que vous payez en faisant le disc jockey dans les boîtes de nuit. Je suis le premier disc jockey du Plus Palladium, monsieur. Et là, j'ai même rencontré les Beatles. J'ai fait venir ma première dédicace. J'organisais des dédicaces dans un magasin de disques et l'après-midi, le soir, ils sont venus. J'ai invité beaucoup de gens. Et je m'intéressais beaucoup, notamment à la musique. J'ai d'abord débuté par le jazz, par la musique classique, parce qu'on voulait d'abord savoir. L'assistance publique, j'étais mineur, faut pas l'oublier. Donc on voulait d'abord savoir si j'étais capable de tenir le coup et de ne plus fuguer. Donc il fallait tenir le coup, n'est-ce pas? Symphonia, c'est extraordinaire, il y a tous les disques en import à l'époque, c'était formidable. C'est moi qui ai offert Si j'avais un marteau à Claude François, par exemple, parce que j'ai reçu le premier disque américain de Trini Lopez. Alors là, vous composez vos premières chansons en parfait autodidacte, parce que vous saviez pas taper à la machine, vous connaissiez très mal le solfège. Vous faites votre premier disque qui n'a pas beaucoup de succès, Une voix qui t'appelle. Oui, titre prédestiné. Oui. Et ça n'a pas marché. Donc, mais j'avais dans ma poche mon Caprice est fini, dont personne ne voulait dans la maison de disques, naturellement. Claude François allait se barrer de la maison dans disque dans laquelle j'étais, donc il voulait faire de moi le nouveau, j'allais dire celui qui allait faire des bons et monter, mais je n'avais pas cette formation-là. Donc moi j'étais plutôt un latin, un chanteur qui aimait les chanteurs italiens, bien que j'aimais aussi le rhythm and blues, la musique qui venait des États-Unis, mais je sentais que je pouvais me défendre avec cette musique-là. Caprice est fini, comment ça s'est passé? Vous l'avez écrite
Où, quand et comment? J'ai écrit cette chanson en allant un jour passer une audition au Goldsrow, et puis j'ai chanté comme un imbécile le petit bal perdu de Bourvil. Ouais. Alors évidemment ça, derrière les fantômes et les chaussettes noires et je ne sais quoi, ça passait pas tellement, donc le Prou m'a jeté, et je m'accrochais. Il y avait à l'époque une chanson d'Aznavour que j'aimais beaucoup, et qui faisait « c'est fini, 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 fini ». Donc j'ai repris mon métro, j'ai chanté « c'est fini, fini », au bord d'une station, comme ça. Il y avait « Partez en vacances à Capri ». Et donc, j'ai fait « C'est fini, Capri, Capri, c'est fini ». Je suis rentré en haut dans ma petite chambre de bonne, j'ai tapé sur mon Farfisa, tac, j'ai fait mes petites notes, la chanson était née en 7 minutes. Numéro 1, évidemment, l'été 65, devant Aline de Christophe. Et là, évidemment, vous passez de 380 francs par mois comme disquaire chez Symphonia oui. à un studio sur les Champs-Élysées. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Un beau studio, oui. Ouais. Et les danseuses du Lido. Ouais. Alors, à l'automne, vous êtes dans la tournée Claude François, Adamo, tout de suite. Michel Thor, oui. Alors vous dites, avant, je mangeais un sandwich, maintenant, je peux aller dîner à la Tour d'Argent. Ouais. Je suis pas sûr que vous y êtes allé, mais l'idée de pouvoir le faire, c'était bien. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de prouver à Daniel Cordier que j'étais capable de tenir mes engagements. Cette célébrité est arrivée très très vite. Ouais. Vous l'avez vécu comment? Mal. Ah bon? Très mal. Ah oui. Oui, très très mal. Très mal parce que premièrement, j'avais pas mon permis de conduire, j'avais gagné $1 million en tant qu'auteur-compositeur, je savais pas quoi en faire, donc Daniel s'en est occupé. Quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là? Daniel, il a vécu ça comment, par exemple, Daniel Cordier? Il m'a laissé voler de mes propres ailes parce qu'il y connaissait rien, puis lui, le monde de la chanson lui était très étrange. Le meilleur moment de cette époque, c'est quoi? Le meilleur moment, c'est lorsque je n'avais plus à laver mes slips dans le lavabo. Le pire moment, évidemment, c'est en 1965, pendant la tournée. Donc, un journaliste de France Dimanche, s'appelait Jean Nolly, organise vos retrouvailles avec votre mère dans un hôtel de Verdun. Vous êtes avec elle dans la chambre. Et à ce moment-là, les portes s'ouvrent, même les portes des placards s'ouvrent et sortent une nuée de photographes. C'est-à-dire qu'il fallait apprendre son métier. Donc à l'époque, on allait chanter dans les bastringues, dans les balles, en attraction. Il fallait que j'en faisais 4 par nuit. Et Michel Breton et Jean Nolly m'avaient dit un jour sur la plage à Cannes, « Et si tu retrouvais ta maman ?» Je lui ai dit, très bien. Et puis il est revenu un jour et il m'a dit, et si tu retrouvais ta maman, nous étions à Verdun. Et je lui ai répondu la même chose. Il m'a dit, elle est là, à l'hôtel, elle t'attend dans un hôtel. Donc j'étais là, j'ai chanté, plus ou moins bien, je m'en souviens, avec quand même quelque chose. Cette inquiétude, je voyais plutôt passer, je l'imaginais plutôt comme une sorte de Martine Carole, ma mère, n'est-ce pas? Et au fond, quand j'ai ouvert la porte, ils étaient trois photographes dans une armoire, et ils sont sortis de là-dedans comme des fous. Et ils ont très bien gagné leur vie avec ça. Alors vous avez passé 4 années très douloureuses en fait avec votre mère parce que elle culpabilise, vous la couvrez de cadeaux, elle ne sait pas très bien quoi en faire. Et vous dites on ne refait pas la vie de quelqu'un à 60 ans. Non. Moi, je me prenais déjà finalement pour un père de famille, quoi. Je veux dire, j'allais devenir le propre père de ma propre mère. Et ça n'a pas marché. Je voulais qu'elle se redresse, qu'elle vive. Alors, je lui achetais des manteaux, des choses, enfin, ce qu'elle avait envie. Et elle, ce qu'elle aimait, c'était de me dire plutôt, mets-moi le pic, oublie-moi un peu, laisse-moi dans un quartier populaire. Et puis, surtout, si tu me ramènes du Bordeaux, ramène-moi du bon. Voilà. Elle picolait pas mal. Elle l'a culpabilisée et quand je l'ai connue, elle était déjà ivre-morte. Elle était déjà, on peut dire qu'elle était déjà morte. Alors ces retrouvailles vous déstabilisent complètement. En 1966, un an plus tard, vous sortez Fais la rire, qui est une très bonne chanson. De Daniel Gérard et de Ralph Vernet. Mais qui ne connaît pas le même succès que Capri. Et là, la presse est très dure avec vous. Je me souviens que Jacques Chancel écrit Hervé Villard, c'est fini à l'époque. Oui. Je ne gênais pas, lui. Oui, évidemment. Il avait Karajan dans sa fouille, donc il était facile de taper sur ce qui était plus faible. Mais il faut dire qu'il n'y connaissait pas grand-chose. Il ne s'intéressait pas beaucoup à la variété. Il s'intéressait surtout à Johnny Stark et à Mireille Mathieu, qui était de la bonne variété, naturellement, comme tout le monde le sait.
Et là, vous flippez, quoi. Vous déclarez en même passe et je suis incompris. Oui. Ça se passe pas bien, là. Ça se passe pas bien, mais j'ai quand même des mains tendues, comme Maurice Chevalier, comme Nougaro, comme Dalida, qui devient votre marraine dans le métier. Oui, qui est très très émue et qui donne vos disques à Lucien Maurice. Voilà. Et qui a, on peut dire qu'il m'a donné un sacré coup de main, qui m'a porté quand même. Ouais. Et là, alors, il y a cette tentative de suicide bidon, en fait, qui avait été organisée par votre attaché de presse. Oui, c'est ça. Et qui allait finalement à finir par en être une vraie, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai chanté « Faut-il mourir ou vivre quand on a du chagrin ?» Puis à un moment, je me suis dit « Il peut peut-être mieux mourir maintenant. Vous pensez que c'est les malheurs de votre enfance qui reviennent à ce moment-là? Une fois que vous étiez arrivé à ce que vous vouliez finalement, c'est-à-dire devenir chanteur, est-ce que le passé se venge pas en revenant brutalement à ce moment-là? Non, mais j'étais surtout confronté entre deux mondes, entre le monde de Daniel Cordier et le monde de ma mère, dont je n'avais pas honte, mais dont Daniel ne voulait pas entendre parler, naturellement. Alors arrive mai 68, donc là c'est vrai que 68 a balayé tout un style de chansons. Votre mère perd la raison. Et là, vous partez en Amérique du Sud. Oui, je suis allé d'abord au Brésil. J'étais très accueilli par des gens comme Vinicius de Moraes et Antonio Carlos Jobim, qui n'est pas les moindres. Donc, qui m'ont surtout appris à chanter et à placer les choses en place. Là, je pense que je suis devenu un véritable chanteur à ce moment-là. Je veux dire, avant, c'était sauf qui peut. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, l'été 65? Non, je n'ai pas de nostalgie, moi. Non. Vous êtes rancunier, vous en voulez à des gens? Non. Alors ça, je vous garantis que c'est non. Même pas Jean Nolly, par exemple, le journaliste de France Dimanche? Non, parce que je l'ai revu par la suite et au fond, de toute façon, j'y serais passé. Quand j'ai enterré ma mère en 81, nous étions 4 à son enterrement, n'est-ce pas? J'ai demandé, j'ai supplié, là j'étais encore au top, là, avec des chansons comme Nous, Reviens, tout ça. J'ai demandé à France Dim, j'aurais dit, je vous en supplie, le passé c'est le passé, vous n'êtes pas. Alors ils l'ont fait. Si c'était à refaire, Hervé, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne chanterais pas des chansons d'amour. Ah bon? Non. Je ferais du rock'n'roll. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'en suis capable. Vous deviendriez Claude François, alors? Non, pas Claude François. Non, j'aurais fait beaucoup mieux que ça. Non, moi, j'aurais suivi la route de Mick Jagger. Mais je le regrette pas. Mais mes chansons, je les chante avec toujours autant de conviction. Peut-être un peu trop, parfois, d'ailleurs. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Ah, moi, je veux pas de tombe, moi. Ah oui. Ah non, je veux pas de tombe, moi. Dire celui-là nous a chanté ceci et cela. Non. Au revoir, Hervé. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Salut. J'accueille Pierre Botton. Les détournements sont évalués à 33 millions de francs. L'argent des entreprises, plaidera Pierre Botton, servait à inviter des journalistes comme Patrick Poivre d'Arvor pour promouvoir l'image du maire de Lyon, mais aussi financer sa campagne. Je crois que moi, j'ai payé. Maintenant, il faudra peut-être qu'en France, on se décide à ce qu'il n'y ait pas de justice. La justice des hommes politiques et la justice de ceux qui participent au financement de la vie politique. 13 ans après sa sortie de prison, tout le monde en a parlé à retrouver Pierre Botton à Paris. L'homme d'affaires a repris sa première activité, l'agencement de pharmacie. Donc si tu veux, tu as ça. Là, ici, tu auras toutes les spécialités. Enfin, tu as tout ce que tu as derrière. J'ai repris mon premier métier, qui est l'installation de pharmacie. Et je fais ce travail depuis 30 ans, c'est-à-dire que ça a été ma première profession. Et puis, lorsque j'ai eu mes problèmes et que je suis sorti de prison, eh bien, après la conditionnelle, j'ai refait la seule chose que je savais faire, c'est-à-dire retrouver mes pharmaciens et faire des pharmacies. D'accord. Bon, il ne reste plus qu'à convaincre le patron. Convaincre, voilà ce qui aura été le plus difficile à faire pour Pierre Botton après ses ennuis judiciaires. Bon nombre de pharmaciens lui ont tourné le dos et son retour à la vie active n'a pas été sans peine. En veut-il à la justice? Beaucoup à la justice, beaucoup. Ouais, je pense que la justice a sauvé ma vie, c'est vrai. Je pense que ça choque parfois les gens quand je dis ça, mais c'est la réalité. Je parle aujourd'hui, mais ça fait 13 ans, quoi. Je suis sorti de prison, oui. Moi, j'ai fait 7 maisons d'arrêt. J'ai très, très mal vécu la prison. J'ai fait une tentative de suicide.
Et je suis encore très très marqué. Vous voyez. Moi, au contraire, je pousse là-dessus. Je suis encore suivi à Sainte-Anne et je vais encore à Sainte-Anne parce que j'ai encore des tas de choses à analyser, à regarder et faire. Et je pousse là-dessus. Je pense que s'il y avait plus de suivi psychologique pour certains détenus, on aurait peut-être sans doute moins de difficultés. Pierre Boton a décidé de mettre à profit son passé carcéral en créant en janvier 2010 une association, les Prisons du Cœur, avec laquelle il se bat pour améliorer les conditions de vie des détenus. On prépare une campagne de publicité pour faire comprendre aux Français qu'il faut que la prison serve. La loi dit que le temps doit être utilisé à la compréhension de la peine et à la prévention de la récidive. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On est dans des telles conditions d'incarcération qu'on a 52% de récidive en France. Donc il faut seulement faire comprendre une chose aux Français, c'est que toutes les fois qu'on incarcère quelqu'un, il ressort. Ça va En fonction de c'est génial. Ce que ça fait derrière, on va... Si, je le trouve génial. Il parle, il est bon. Pierre a une manière de s'adresser, une manière de convaincre les gens que d'autres personnes n'auraient pas pu faire tout simplement en n'ayant pas eu le parcours que Pierre a eu, c'est tout. Pierre Boton est également devenu un homme de radio. 2 fois par semaine, sur Radio Cité Genève, il interviewe des personnalités sur les difficultés rencontrées dans leur vie. Aujourd'hui, c'est Anthony Delon. Je crois que quand j'avais 25 ans, quand j'étais en pleine bourre, j'étais sûr de tout. Sûr de tout. Je suis sûr qu'on m'apprendrait rien. J'ai cette phrase un jour de mon parrain qui est Paul Bocuse. Et Paul me disait toujours fais attention. Il répétait ça tout le temps, fais attention. À un moment, je dis écoute, Paul, tu deviens vieux, hein, écoute, franchement, ça va quoi. Et je pensais ne plus rien avoir à apprendre. Et aujourd'hui, c'est vraiment la chanson de Gabin. Je sais qu'on ne sait jamais et j'aime beaucoup, beaucoup apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Michèle Alliot-Marie, quand elle était garde des Sceaux, lui a confié une mission d'expérimentation au sein de la maison d'arrêt de Nanterre pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. Après quoi, Pierre Boton court-il ? Un peu de sérénité peut-être. Pour l'heure, ironie du sort, l'ancien repris de justice déjeune avec la présidente de l'Association nationale des juges d'application des peines. Un ancien détenu avec une juge d'application des peines, c'est quelque chose de très fort, c'est très fort. Il faut envoyer ces messages-là, il faut envoyer ces messages positifs. C'est possible. J'aime me battre. Franchement, je ne me battrai plus pour l'argent. Je dois tellement d'argent aux impôts, ça ne sert à rien. Donc, je trouve très beau ce combat-là. Et puis, c'est un vrai combat, c'est un vrai challenge, ça me passionne. Voilà, c'est tout. Moi, je suis sorti de prison, j'étais une bête, morte, shootée, mais une bête. Si pendant les 602 jours de prison que j'avais fait, on m'avait permis de me réinsérer, ne serait-ce que de comprendre ma faute autrement qu'en avalant des cachetons ou en essayant de me suicider, j'aurais été preneur. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Et maintenant, la lumière se rallume pour Pierre Boton. Pierre Boton, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 30 mai 1955 à Lyon, dans le 6e arrondissement, quartier bourgeois. Votre père avait de l'argent? Non. Il y avait quand même un sanatorium, non? Oui, dans la famille. Et une société qui s'appelait Vivien, société d'agencement de pharmacie. Votre maman, elle faisait quoi? Elle ne travaillait pas. Après, elle a travaillé. Elle a dû travailler après. Ouais. Mais là, à l'époque, elle s'occupait de ses enfants. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Alors, à l'âge de 16 ans, vous êtes victime d'un grave accident de moto et vous êtes cloué au lit pendant 2 ans. Ça laisse le temps de réfléchir, non? Pas à 16 ans. Ah ouais. Vous deviez être fou, vous qui êtes tellement fonceur, ça devait vous martyriser, ça. Non, on se bat surtout contre la maladie. Hein. Ouais. Voilà. Essayer de sauver ma jambe, puisqu'on voulait m'amputer. Voilà. Ce que je suis arrivé à faire, d'ailleurs. Ouais. Vous passez un bac C, faites des études vétérinaires, que vous plaquez par impatience. Ma jambe ne me permettait pas de faire. Moi, je voulais exercer à la campagne et ça ne me permettait pas de le faire. Ouais. Et aujourd'hui, ça va, votre jambe? Oui, ça va. Tant qu'on est debout, Thierry. Ensuite, vous travaillez vaguement avec votre père, mais ça vous plaît pas? Vous voulez réussir vraiment par vous-même?
Oui, j'ai toujours eu des relations difficiles avec mon père. Ouais. Alors, votre première idée dans le business, c'est un restaurant qui s'appelle le Mangeodrome. Alors, le repas valait 4 €. Les menus étaient imprimés sur les t-shirts des serveurs et la vaisselle était faite par les clients. C'est insensé, stylé. Ça marchait? Ça a très bien marché. Ouais. Ouais, très très bien marché. C'était en face de chez Bocuse? Il faut savoir que Paul Bocuse est mon parrain. Ouais. À l'époque, il s'est pris d'amitié pour vous? Plus que ça, il m'a protégé. J'aurais dû plus l'écouter. Alors, quelques années plus tard, vous rachetez les parts de votre frère dans la société d'agencement de pharmacie qui s'appelle Vivien. Vous prenez la direction de cette société. Et c'est au cours d'un salon de la pharmacie à Lyon, que Michel Noir, jeune député du Rhône, s'arrête devant votre stand. C'est vrai que vous aviez déployé le drapeau français sur ce stand? Oui, il était bleu, blanc, rouge, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de concurrents italiens, allemands, et il fallait se différencier, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on était en bleu, blanc, rouge. Tout à fait. Vous jouiez le patriotisme? Oui, mais c'était le patriotisme fabriqué en France. Voilà. Alors, vous dites à Michel Noir, je vous aiderai vous, mais pas votre parti. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été quelqu'un qui est attaché à un parti, quel qu'il soit. Je me méfie de ça. En tout cas, les hommes, c'est intéressant. Ouais. Vous vous dites un jour, ce type-là sera président de la République? Je ne le dis pas tout de suite. Ouais. Je pense que lui, il se l'était déjà dit, heureusement d'ailleurs, comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs. Mais non, moi, pas tout de suite. Non. Et vous trouvez quand même qu'il avait une personnalité exceptionnelle? C'est pas ça. Hein. Moi, je me suis attaché à un être très touchant. Hein. Michel était quelqu'un, je le vois pas, mais c'est quelqu'un de très très touchant. C'est un grand garçon, très marqué par son père lui aussi, hein, qui a été déporté et ça a beaucoup marqué son parcours politique. Et puis, il m'a appris beaucoup. Il avait fait beaucoup d'études. Moi, j'en ai pas fait beaucoup. Non, c'est une histoire d'amitié avec Michel. Ouais. Alors là, avec Michel Noir, vous la jouez à l'américaine. Vous pensez qu'un homme politique se vend comme un produit. Vous aviez d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. C'est quelque chose qui vous intéressait. Et puis vous avez du bagou, du culot, de l'argent. Et puis le génie du carnet d'adresse. Vous êtes un super attaché de presse pour lui. Je pense que je suis un ami. Et je pense que j'aurais dû rester un ami. Voilà. Ouais. Certainement pas un attaché de presse. C'est en passant du côté attaché de presse qu'on a sans doute perdu beaucoup, lui et moi. Alors, pour pousser votre poulain, vous dépensez sans compter. Vos cibles sont les vedettes de la télévision. Vous devenez l'ami de Yves Mourouzi, de Patrick Poivre d'Arvor, de François-Henri de Virieu, Jean-Pierre Elkabbach, Jacques Martin. Thierry, je les classe pas tous dans la même catégorie après, avec le recul. Voilà. Alors ces gens-là, vous les promenez en hélicoptère, vous les invitez dans votre villa sur la côte d'Azur qui s'appelle l'Hélène Rock et pas l'Eden Rock. Et alors là, évidemment, c'est Byzance, quoi. Vous jetez des langoustes vivantes dans la piscine. Non, c'est la légende, ça. C'est pas grave. C'est la légende. Oui, mais il faut laisser faire les légendes, surtout quand elles n'ont pas été dans le passé. Ça fait rêver. Mais c'est la légende. Vous n'avez jamais jeté de langoustes vivantes dans la piscine? C'est Yves Mourouzi qui a balancé cette légende. J'ai balancé des fleurs, pour tout vous dire. J'ai balancé des fleurs sur la propriété dans laquelle il était, qui était la propriété de Maître Lombard, à Saint-Tropez, parce qu'il y avait une jeune femme que je voulais un peu draguer. Bonne façon de draguer. Voilà. Ça n'a pas marché, je vous rassure. Alors ces gens-là, vous leur payez des week-ends à Courchevel, des vacances dans les Caraïbes, enfin voilà quoi. C'est bien d'être l'ami de Pierre Boton à l'époque. Oui, enfin, je regarde ça avec beaucoup de recul, Thierry, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que c'est bien pour celui qui veut avoir une vie comme ça. Mais est-ce que c'est ce qui est important d'une relation amicale? Je crois pas. Et puis, vous devenez beaucoup plus que l'ami et le VRP de Michel Noir. Vous épousez sa fille, Anne-Valérie Noir, avec Yves Mourouzi comme témoin. Donc là, vos relations, quand même, avec Michel se rapprochent considérablement, quand même. Il vous donne sa fille. Je suis pas sûr qu'il était très content. Je suis pas sûr. Alors un an plus tard, les listes noires réalisent le grand chelem sur les 9 arrondissements de Lyon, ce qui est exceptionnel. Et vous devenez, là, c'est la gloire. Vous êtes le faiseur de rois, enfin le faiseur de maire. Oui, c'est ce que titrait Libération. C'est vrai. Non, on fait pas un homme politique. C'est l'homme politique qui est lui-même. Vous croyez qu'il aurait fait les 9 arrondissements sans vous, Michel? Sûr. Ah oui. Alors cette célébrité, vous l'avez eue assez rapidement finalement, non? C'est pas de la célébrité du tout, là. Vous étiez connu quand même à l'époque. Je croyais avoir de l'influence, pas du tout. J'étais très jeune, Thierry. Quelles ont été les réactions de votre entourage dans toute cette aventure, toute cette période de gloire c'est très difficile, ça. C'est très très difficile parce qu'on n'écoute plus personne quand on est dans ce truc-là. On pense que les gens avec qui vous avez commencé sont plus dans la réalité.
C'est pas arrivé qu'à moi, hein, c'est arrivé à plein. Hein, c'est arrivé à plein, que ce soit des grands sportifs, plein de gens. Et on perd contact avec la réalité, c'est très, très, très dommage. Donc voilà, on crée de nouvelles amitiés, certaines sont sincères, d'autres pas. Ça fait du dégât, tout ça. Voilà. Avec votre famille, ça se passe comment ? Bien, très bien, ça va. Ouais, ça va. À l'époque, oui, ça va très bien. Ça s'est un petit peu envenimé après mon départ de la mairie de Lyon, mais non, très bien. Ouais. Avec les médias, ça se passe bien à l'époque ? Oui. Tout va bien ? Est-ce que ça vous a rapporté de l'argent, tout ça, à l'époque ? Non, ça m'en a coûté. Ça vous en a coûté ? Énormément. Ça m'en coûte encore aujourd'hui. Je dois 5 millions d'euros d'impôts. Ouais. Donc beaucoup. C'est moins que Jérôme Kerviel. Oui, mais il a pris une peine inférieure à la mienne. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Je souhaite à personne de prendre des peines. Il n'y a pas de quantum, quoi. Quel a été le meilleur moment de cette époque, Pierre ? La naissance de mes enfants, mais je ne le savais pas. Vous n'en avez pas assez profité, quoi. Non, je n'avais pas les bonnes valeurs, Thierry. Je n'avais pas les bonnes valeurs. Voilà, c'est tout. Voilà, donc, les liens avec Michel, c'était très fort. Le soir où il a gagné la mairie, c'est passé un moment très fort entre nous, très très fort. Mais compte tenu de tout ce que ça a amené derrière, vous voyez, un peu nul, quoi. Donc, voilà. Et le pire moment à l'époque ? Justement, quand le pouvoir a tout détruit entre nous. Voilà, donc tout ensemble de choses. Voilà. Et pas que de la responsabilité de Michel, hein, des deux responsabilités. Hein, on est deux. Hein. Peut-être d'ailleurs j'en ai plus que lui, j'en sais rien. Ensuite, les choses se gâtent effectivement entre Michel Noir et vous. Vous claquez la porte et vous partez vous occuper de Michel Mouillot à Cannes. Ouais. Je crois que ça a été un très très bon maire pour Cannes. Voilà. Il faut pas. Vous savez, c'est pas parce que les gens commettent des erreurs, même si c'est des erreurs graves, hein, qu'il faut tout jeter avec l'eau du bain. Les gens l'ont élu, il est repassé au premier tour après, ensuite. Hein. Voilà, je crois qu'il a fait beaucoup de choses pour sa ville. Ensuite, voilà, je pense qu'ensuite il a dérapé. Alors, ça va très mal donc entre Michel Noir et vous à l'époque. Vous présentez législative, vous, sous l'étiquette RPR, contre votre beau-père, qui lui se présente sous l'étiquette Nouvelle Démocratie. Première très grave erreur. Ouais. Très très grave erreur. Voilà, mais bon. Vous êtes battu. Oui, non, mais c'est pas ça qui est important. C'est pas le fait d'être battu qui est important. Là, c'est vraiment le signe que l'armoire à fusible a fondu. Oui, c'est pas. Vous n'avez pas pété un plomb, vous avez pété l'armoire. Bon. Gravement. Oui. Mais j'étais un petit peu poussé par 2-3 personnes quand même qui avaient intérêt, mais je le voyais pas. Ouais. Alors là, l'une de vos sociétés est mise en liquidation judiciaire. On découvre une gestion un petit peu confuse de vos affaires. Pourquoi ? Parce que vous passiez beaucoup de temps à vous occuper de Michel Noir. Pas du tout. À l'époque, il n'y avait pas de loi sur le financement des partis. Et, voilà, et j'ai utilisé l'argent de mes sociétés pour financer une partie de la vie politique française. Hein, C'était condamnable, ça a été condamné. J'assume ce que j'ai fait et j'assume les condamnations qui ont été faites, puisque ça me permet aujourd'hui je pense, d'être différent. Je suis très très heureux d'être ce que je suis aujourd'hui par rapport à ce que j'étais auparavant. Donc voilà. Alors là, Le Canard et le Monde titre sur vos largesses envers les journalistes, et c'est l'affaire Botton, on appelait l'affaire Botton, qui éclate. Vous êtes condamné, vous passerez 602 jours derrière les barreaux. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Ce qui est beaucoup surtout, c'est que c'est passé à l'isolement. Donc ça, c'est très dur. Très très dur. Toute personne qui a été détenue peut vous dire qu'être à l'isolement, c'est très dur. On dit qu'on voit que du bleu, et c'est pas parce que vous voyez la mer Méditerranée, mais c'est parce que vous voyez que les vêtements des surveillants de la pénitentiaire qui sont bleus. Donc c'est très dur. 7 prisons différentes, dont une, Grasse, où un soir de Noël, vous êtes sur le point de commettre une tentative de suicide. Le 21 décembre 1996. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là ? Je pense que c'est un point très important dans toute cette histoire. C'est le moment où je pense que la seule façon de laver mes enfants de mes fautes, c'est de disparaître. Voilà. Sentiment aigu de culpabilité. Ah mais grave. Enfin, après ce que j'ai connu, tout ce que j'ai gâché, toutes les chances que j'ai gâchées, tous les êtres humains que j'ai détruits, le temps perdu avec mes enfants. Donc, celui qui dirait qu'il n'a pas un sentiment de culpabilité, c'est un fou. Ce soir-là, un surveillant rentre dans votre cellule et vous étiez sur le point de vous suicider. Je peux donner son nom d'ailleurs, il s'appelle Charles Roche et je lui garde toute mon estime. Voilà. Il n'avait pas le droit de rentrer dans votre cellule en fait ? Non, absolument pas. Voilà. Et en enfreignant les règles de la pénitentiaire, il m'a sauvé la vie. Ça en dit long sur les règles de la pénitentiaire. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit ? Ça va,
ça va. Vous regrettez pas, à votre grande époque, Michel Noir, Lyon, les 9 arrondissements d'un coup, le Grand Chelem, tout ça, non? Je regrette de l'avoir connu, vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, je regrette de l'avoir connu. Je ne regrette pas du tout de ne pas le vivre. Je regrette de l'avoir connu, oui, beaucoup. Vous avez de la rancune contre certaines personnes? Contre moi, peut-être, mais aucune contre personne. Non. Ça n'amène rien, vous savez, la rancune. Ça vous amène qu'à vous détruire vous-même et ça vous empêche de vous reconstruire. Donc ça sert à rien du tout. A fortiori quand vous êtes responsable des fautes que vous avez commises. Donc voilà, moi, on m'a pas mis de revolver sur la tempe pour faire une fausse facture. Hein. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Pratiquement tout. Pratiquement tout, oui. Vous savez quelle est la première chose que je ferais, Thierry? Une analyse. Ouais. Comme ça, je ne me construirais pas en opposition à mon père, mais je me construirais moi-même et je serais construit par rapport à moi-même. Mais si c'était à refaire, vous reprendriez l'entreprise de votre père? Pas dans les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Vous voyez? Vous pensez que vous avez expié vos fautes, là? Mes fautes, j'en sais rien. Mais j'aurais beaucoup de mal à expier toutes les chances gâchées. Ouais. Vous voyez Michel Noir, là? Non, de son souhait. Mes enfants le voient, heureusement. Voilà, mais non, il le souhaite pas. Et, voilà. Vous pensez que vous le reverrez un jour? Je pense que ne serait-ce que pour les gosses, pour les miens en tout cas, je crois que ça leur fait plaisir, même si on ne se parle pas, qu'on soit côte à côte. Mais c'est lui qui décide. Voilà, je pense que, vous voyez, il faut pas aller en opposition. J'espère qu'on aura l'intelligence de le faire relativement rapidement. Alors un jour, vous allez mourir. Si on devait marquer quelque chose sur votre tombe, ça serait quoi? Je m'en fous complètement. J'ai une phrase pour vous. Allez-y. La prison m'a sauvé la vie. Oui, c'est vrai. Et j'irais même la justice a sauvé ma vie. Le système judiciaire m'a sauvé ma vie. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut dire qu'il est bien. Hein. Attention, hein, il m'a sauvé moi. Mais je pense qu'il broie beaucoup de vie aujourd'hui et il faut faire attention. Merci Pierre Botton. J'étais content de rallumer la lumière sur vous. Merci Thierry. J'accueille Pascal Brunner. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravi de vous retrouver sur FR3, il n'y a qu'à pas. Je vous le dis toutes les semaines, c'est 30 minutes de détente, 30 minutes de décontraction. Ce soir c'est le baloche, vive la révolution. On a rien dans les poches, mais on a tout dans le bidon. Ce soir c'est le baloche du 14 juillet. Et tous ceux qui s'approchent, on va leur éclater le nez. Mais voilà, pour ce qui est de la gueule de bois, ça ne change pas. On est là pour boire un coup et pour se donner des coups, se châtaigner entre nous dans des éclats de verre. On n'est pas doux et comme le dirait Sardou, faut s'amuser entre nous dans les balles populaires, dans les balles populaires. Tout le monde en a parlé à retrouver Pascal Brunner à La Roche-sur-Yon en Vendée. Ou plus exactement à quelques kilomètres de là, en pleine zone industrielle. C'est là que Pascal va se donner en spectacle. La salle est grande et ses spectateurs l'attendent de pied ferme. Pascal Brunner arrive par la porte de derrière. Un peu inquiet, il découvre le lieu et ses fans. Personne n'a oublié son émission sur France 3. Je voyais souvent une fois à la télé et puis j'aimais bien le regarder. Il nous faisait rire, il imitait bien. Je me suis souvent posé la question, pourquoi il passait plus à la télé? Parce que moi j'ai pas l'occasion d'aller voir ses spectacles autrement. Alors aujourd'hui c'était l'occasion où je venais. Je serais contente de le revoir à la télé de temps en temps. Oui, j'aimerais bien. Quand il faisait l'émission là avant, ça s'appelait là. Quand il a tenté. Même absent de la télévision, l'ancien animateur continue de faire vibrer les cœurs. J'aimerais bien qu'il me fasse une bise. Je la garderai. Je me lèverai pas pendant 15 jours. J'aimerais le voir, le rencontrer, qu'il me fasse surtout une bise. Je suis en train de penser à ce que je vais leur dire en rentrant, parce que je sais pas. Et puis on verra bien. Non mais vas-y, tiens. Moi je suis prêt, moi. Eh ben, vous êtes lancé. Comment ça, on est lancé? 15h, nous on est à l'heure, nous. Mec. Oh là là. Moi je croyais que t'avais de la présentation, tout. Allez, il est l'heure de rentrer sur scène. Faut y aller, hein. Moi flotte avec toi, je ferai n'importe quoi. Moi flotte avec toi.
Mes chers compatriotes. Chansons, imitations, Pascal Brunner se donne à fond et les spectatrices sont sous le charme. Je fais ce que je veux. Présente au premier rang une fan de la première heure. Oui, du 18 octobre, il est. Excusez-moi de tourner le dos, mais c'est obligé. Parce que je suis son site, je suis très fan de Pascal. De Pascal François en plus. Jolie photo. Oh, on va pouvoir faire des signures. À l'issue de chacun de ces spectacles, Pascal Brunner se prête au jeu des autographes, moment très attendu par son fidèle public. Ça vous a plu? Sa fan numéro 1 est bien évidemment toujours en tête. Give me that look. That's right. Let's get sweaty. Let's get real sweaty. I'm talking rainforest sweaty. I'm talking swamp sweaty. C'est bon, je l'ai dans la boîte. Moi, je voudrais bien qu'il revienne à la télévision. Je regardais peut-être TF1, mais il attend une réponse. Je voudrais bien revenir sur TF1, ça serait avec oui tout de suite. Après l'arrêt de Facile à chanter et 10 ans d'absence, toutes attendent son retour à la télé. J'ai plus de photos. Moi, la photo m'intéressait. Je vais vous faire sur la... Je sais faire ça. Je peux pas partir sans un bout de la brioche vendéenne. Faites-vous plaisir quand même, Pascal Brunner repart comme il est venu, mais il n'aura pas eu le temps de goûter à toutes les douceurs vendéennes. Je voulais lui faire la bise, mais ce sera pour une autre fois. Pascal revient à la télé. Au revoir, monsieur là. Allez, merci. Au revoir. On va se retrouver pour de nouvelles répétitions et de prochaines aventures. Une nouvelle aventure, à la télé ou sur les planches, le mystère reste entier. Retour au parking, juste après la pub. Et maintenant, la lumière se rallume sur Pascal Brunner. Bonsoir, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Alors Pascal, vous êtes né le 18 octobre 1963 à Sarcelles. Dans le Val d'Oise, oui. Votre vrai nom, c'est Pascal François. Oui. Et vous avez trouvé votre pseudo Brunner dans le dictionnaire, comme ça vous tournez les pages, à partir des glandes de Brunner. Un soir de blues, sûrement, peut-être. Et il y a une autre version, qui est celle de la famille d'accueil où j'étais étant bébé, où j'avais pas de cheveux, et il m'appelait Yul Brunner. Alors on se dit, avec Pascal et Brunner, mieux, ça sonne bien, c'est pas mal. Alors votre papa a quitté la maison quand vous aviez 3 ans. Oui. Vous l'avez pas connu? Non. Votre mère s'est remariée. Votre beau-père, vous l'avez toujours considéré comme votre père. C'est lui qui m'a élevé, oui, normal. Ouais. Il vous a adopté à l'âge de 44 ans. Ouais. C'est fou, ça. Ça fait un drôle d'effet d'arriver au tribunal. Oui. Parce qu'on passe devant le tribunal et on nous demande d'expliquer pourquoi. Puis, attendez, il m'a connu, j'avais 14 ans à la période d'adolescence. Il m'a toujours donné l'envie et m'a jamais freiné, ni réfréné dans l'idée de faire du spectacle et des choses comme ça. Ça me paraissait normal, quoi. Vocation précoce, vous gagnez votre premier radio-crochet à l'âge de 7 ans. Alors à l'époque, votre idole, c'est Thierry Luron. 7 ans, Thierry, il fait son premier Olympia. Et comme cadeau d'anniversaire, j'avais demandé qu'on m'offre le vinyle de Thierry. Puis j'ai appris tout ça par cœur. Et quand il y avait les fêtes de famille, on me disait, refais Thierry, quoi. Pour vous, Thierry Luron a donné ses lettres de noblesse à l'imitation. En faisant les cabarets par la suite, donc quelques années plus tard, on se rend compte que dans la distribution d'un cabaret, au départ, l'imitateur, il est en première loge. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire décoller la tête de l'assiette des clients. Et une fois que Thierry est arrivé, l'imitateur passe en dernier. C'est-à-dire qu'il a enfin sa place en vedette dans un spectacle. Alors, vous l'imitez, imitant Chaban-Delmas. C'est votre grand truc. À 14 ans, votre famille va s'installer à Saint-Quentin, où vos parents tiennent un bazar. Vous avez une adolescence assez sportive. Vous êtes goal dans l'équipe de foot, dans l'OSQ. L'Olympique Saint-Quentinois, des bons souvenirs.
Oh, j'allais dire c'est presque banal parce que tous les potes vous diront que dans le vestiaire, dans le bus, dans le machin, imitation, vas-y, on s'amuse, on rigole. Quoi. Voilà, c'était ça. À 17 ans, vous remportez un concours régional d'imitation et vous faites vos premiers pas dans une radio locale, Fréquence Nord. Fréquence Nord, oui. Vous faites quoi dans cette radio? Je fais rien, je suis invité parce que j'ai gagné le concours des imitateurs régionaux dans un parc de loisirs. Et voilà, c'était ma toute première émission en direct. Ensuite, vous enchaînez les kermesses. C'est que ça, c'est plein de petits quartiers. Les quartiers de la région Picardie, le Nord, c'est tout simple. C'est 300 personnes qui sont là devant le parvis d'une église, par exemple. Et il y a une fête. Il y a une fête, voilà. Et moi, j'avais préparé un petit tour d'imitation d'une vingtaine de minutes. Et mes premiers cachets, c'était en francs, c'était 100 francs. Voilà, tu vas faire la kermesse de tel endroit, des trucs. Voilà. Enfin, vous faites quand même un jour la première partie des Compagnons de la chanson sur la place de l'Hôtel de Ville, quand même, à Saint-Quentin. Voilà, sur la place, avec, je crois que c'était 4000 personnes. Pour le petit gars de Saint-Quentin qui débute, dans la tournée d'adieu des Compagnons de la chanson, qui a quand même duré 10 ans, la tournée d'adieu. Et c'était impressionnant. Alors ensuite, vous faites le service militaire. Alors c'est assez cool parce que vous êtes chanteur de l'orchestre du régiment le week-end, ce qui veut dire que le reste du temps, vous êtes en permission. Alors en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était un des rares régiments, c'était le 4e régiment d'artillerie nucléaire, qui se trouvait à 40 km de Saint-Quentin. Et il se trouve que, on parlait de kermesse tout à l'heure, le lieutenant-colonel qui s'occupait de l'orchestre de variété, c'était pas une fanfare, c'était un vrai orchestre de variété, on était 8 musiciens. Il me dit, vous avez fait votre service? J'ai fait non, colonel, pas encore, ça va péter. Il me dit, si vous voulez, en octobre, moi j'ai une place, mon chanteur s'en va. Ça tombe bien, ma mère voulait absolument que je le fasse. Et on s'est retrouvés là-dedans. Je suis devenu donc le chanteur de l'orchestre. On faisait bal le vendredi, le samedi et le dimanche pour les sous-officiers et les officiers. On partait en perme le lundi, le mardi, le mercredi. On répétait le jeudi. On était pas mal. Après ça, vous partez 2 ans au Club Med. Vous étiez où au Club Med? J'ai eu la chance de faire un premier stage en village de ski à l'Alpe d'Huez, où j'ai rencontré un animateur qui s'appelle Roger Breton, qui m'a donné toutes les bases de ce que c'était un animateur au Club Med. Et ensuite, coup de bol, j'ai eu 2 villages en ouverture, l'ouverture de Dabalaya au Portugal, et j'ai fini à Marbella en Espagne. Bonne vie. Avec des gens qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé et beaucoup appris. Au retour du Club Méditerranée, c'est Guy Lux, la classe. La première fois que vous voyez Guy Lux, vous faites un medley de Bruel, Escher et Rock Voisine. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. C'était les débuts de Bruel en chanson. Je fais, Rock Voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Et puis je fais Stéphane Escher. Combien de temps? Coupé, Coco, ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde dehors? Oh là là, je suis rentré chez moi penaud. Et le soir ou le surlendemain, je crois que j'ai eu un coup de fil de Sandra Blacher, qui était sa collaboratrice, qui m'a dit, mais rassure-toi, il ne connaissait ni Stéphane Escher, ni Patrick Buret, ni machin. Tu reviens demain et tu enregistres. Alors là, vous faites de la radio avec Claude Villers, avec Laurent Ruquier, de la télé avec Patrick Sébastien. Oui, j'ai fait pas mal avec Et les cabarets. Le Don Camillo, la main au panier, c'était encore la grande époque des cabarets. Oui, et c'était rigolo parce que on faisait 4 cabarets par soir. Ça veut dire qu'on passait pour le premier aux alentours de 21h15. Les tours en cabaret sont très rapides, c'est 20 minutes, 25 minutes. Ensuite, scooter jusqu'au 2e cabaret, 22h, 22h20. Et puis hop, il terminait à minuit. C'était 4 cabarets par soir, mais c'était génial. Alors vous faites Yakapa sur France 3. Guy Lux encore. Et là, France 3 vous propose Facile à chanter. Alors Facile à chanter, c'est un blind test en fait, mais vous chantez, vous imitez les chansons que les gens doivent trouver ou ont trouvé. Et finalement, c'est ce que vous préférez, c'est-à-dire animer, chanter, imiter. C'est vos 3 passions. En fait, je viens de la scène. Donc, avec Facila, on avait l'avantage d'allier et la scène et une émission de jeu. Voilà. Alors l'émission est un triomphe. Disons que c'était un beau succès à 20h. Il y avait 5 millions de gens qui la regardaient, c'est énorme. Sans compter les mensuels en prime time. La première fois qu'on fait ça à 20h50, TF1 met La vie est un long fleuve tranquille en face de nous. On se dit, on va
Dans le jargon, tu sais comment c'est, on dit on va se prendre une tôle, quoi, c'est clair. Et le lendemain, je suis sur Europe 1 pour l'émission Brunner à vif, et j'ai un coup de téléphone de la chaîne qui me dit on termine premier, on a battu La Vie est un long fleuve tranquille. Là, on était fiers de notre coup, quoi, quand même. C'est un énorme succès. Vous l'animez pendant 6 ans, et vous gagnerez un 7 d'or pour cette émission. Oui, du meilleur animateur de divertissement, décerné par le public. Et c'était ça qui m'a vraiment fait plaisir. Alors, là, c'est la célébrité, c'est arrivé assez vite. Quelles ont été les réactions de votre entourage quand vous avez été star? Je crois qu'on est toujours resté dans la simplicité, en se souvenant toujours d'où on venait. Alors il est arrivé qu'à un moment, ça pète un peu les plombs, et à chaque fois, l'entourage était là pour dire attention, souviens-toi, ça harcèle. Vos parents, ils devaient être aux anges, non? Je crois que tous ceux qui me connaissent vraiment savent qu'au fond de moi, c'était ça que je voulais, mais pas être connu, pas être célèbre. Je sais pas comment expliquer ça, c'était essayer de faire rire, essayer de faire sourire les gens. Alors, les médias, ça se passait comment avec eux? La presse, la radio, la télévision? Encore une fois, comme je suis resté toujours très, accessible, je me planquais pas. Je veux dire, si on va en vacances et que l'attaché de presse prévient tous les médias pour dire vous inquiétez pas, ils seront à l'île Maurice à telle date, après faut pas se leurrer de voir des procès arrangés pour gagner des sous. Non, nous on l'a fait le plus naturellement possible, sauf Marine, ma fille, qu'on a essayé de préserver parce que c'était pas sa place. Enfin, il nous semblait que c'était pas sa place. Et sur le plan amour, ça s'est passé comment? L'avantage, c'est d'avoir une femme qui vous a connu, pas connu. Ça veut dire que moi, elle m'a connu sur les croisières quand j'animais des croisières paquets. Donc il y avait Pascal François, il n'y avait pas Pascal Brunner. Et on a fait toute la montée ensemble et toute la descente aussi ensemble. Si on peut parler de descente, évidemment. Alors, le meilleur moment de cette époque de Facila, ça a été quoi, Pascal? Je crois que c'est d'avoir reçu des gens que je ne pensais jamais rencontrer. On a eu la chance d'avoir Trenet, on a eu la chance d'avoir Aznavour. Alors les problèmes commencent quand TF1 vous débauche, vous héritez d'une famille en or, et après vous faites sur TF1 un prime time qui s'appelle Chéri Chéri, qui n'a pas marché, pourquoi? Chéri Chéri, c'était un public de 200 femmes, avec 12 hommes qui étaient sur scène et qui devaient tout faire pour être le chéri-chéri de ces dames. Sur le plateau, une piscine, et à chaque fois qu'un homme, selon s'il avait réussi ou pas son épreuve, il était balancé dans la flotte. Voilà, c'était aussi simple que ça. Chéri Chéri, c'était comme, entre guillemets, Miss France. Si on la fait tous les mois, elle n'a plus de charme. Chéri Chéri, au lieu de la faire une fois par semestre, on a tenté... Je dis on parce que je mets la chaîne en même temps que moi, parce que j'aurais pu dire à ce moment-là, non, on lève le pied. On y est tous allés. La première, 40% de part de marché, la deuxième, 37%, la troisième, 33%. Ça suffit pas pour TF1 à 20h50, au revoir. Alors, là, vous retournez sur France 3 pour une nouvelle formule de Facile à chanter qui marche pas. Pourquoi? Je crois que quand on a cassé un œuf, on le recolle pas. C'est dur. C'est dur parce que on avait changé la musique du générique, on avait changé l'orchestre. Changer les épreuves. Est-ce que les gens aiment pas leur rendez-vous, leur truc, leur machin? Et je crois que ça a un petit peu déstabilisé tout le monde. Puis faut pas oublier non plus, je suis l'avocat du diable, mais on était à 20h. Il y a les deux journaux, il y a TF1, France 2, à 20h, on est quand même surexposé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nostalgique de cette époque, la grande époque de Facila? Quand j'ai vu récemment ce qu'on a fait de Facila, j'ai été un peu déçu. J'étais un peu déçu parce que je pense qu'elle avait le droit à un renouveau. Mieux que ça, c'est pas moi qui ai décidé, ce sont les gens qui n'ont pas ça a été un adhéré. Extraordinaire. Voilà. Avec Cyril Hanouna. Mais Cyril n'y est absolument pour rien. Cyril, on l'a posé là. Les gens étaient habitués à quelqu'un qui faisait des imitations, qui chantait, qui était proche de ses candidats, qui s'amusait. Et donc là, la mayonnaise n'a pas pris, ça arrive sur plein d'émissions. Mais c'est vrai que quand on voit maintenant des entre guillemets ressucés d'émissions maintenant, je vois pas pourquoi elle n'aurait pas eu sa place. Bien sûr. Alors, si tout ça était à refaire, Pascal, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je referais pas les Java qu'on a pu faire, parce que ça fatigue, on s'en rend pas compte sur le coup. Mais il y avait, d'un autre côté, c'est très contradictoire ce que je vais dire, mais il y avait
une telle envie, une telle festivité. On n'est jamais allé travailler quand on allait faire Facila. On allait faire une fête. Et voilà, et on est parti sur cet esprit-là. Alors s'il y avait maintenant un petit peu de recul, je dirais, je pondérerais un peu plus. Voilà. Alors le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Ne regrettez rien, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah, bravo. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous, Pascal. Merci. Je vous remercie, Thierry. J'accueille Tarzan. Je pense qu'on peut pas passer, messieurs. Est-ce qu'on peut passer? Non. Tarzan, c'est le nom que lui donnent ses collègues routiers. En juillet, il était devenu tout naturellement le chef du groupe parce qu'il parlait plus fort que les autres. Après 10 jours sur les routes, il s'était décidé à lever le siège, ayant obtenu quelques concessions sur les conditions de travail. Mais les routiers avaient convenu qu'il n'en resterait pas là avec le permis à point et qu'il reviendrait à la charge dès la rentrée. Aujourd'hui, Tarzan a troqué sa casquette et son t-shirt pour sa plus belle veste. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on est reçu chez le Premier ministre. Les revendications sont restées les mêmes, mais le ton a baissé d'un cran. Tarzan a été impressionné par sa rencontre, il en ressort optimiste. Il lui reste maintenant à faire partager son enthousiasme à ses collègues. Tout le monde en a parlé et a retrouvé Tarzan, le chauffeur routier qui a paralysé la France entière. Retraité, il vit aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz où il vient de s'installer après un passage éclair dans le Bordelais. Il y coule des jours paisibles, loin des manifestations. Alors c'est là que je perds un peu mon temps. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et c'est très joli. C'est pas une plage normale, il y a des rochers. C'est très beau. Ça me fait penser au Maroc. J'aime bien la mer, mais j'aime pas le sable. Quand tu as travaillé pendant 47 piges et puis que d'un seul coup tu te retrouves seul, parce que moi je me suis retrouvé seul, j'ai perdu, comme je dis, j'ai perdu Nicole, ma compagne, j'ai perdu en 2006, il y a 4 ans, j'ai plus aucune famille. Il fallait que je change. Maintenant je suis bien, regarde, t'as la mer, combien? De chez moi, elle est à 5 minutes, quoi. Depuis le décès de sa compagne Nini et sans famille, il s'est installé dans le Pays Basque pour se rapprocher de quelques amis. La solitude, c'est dur, hein. Faut l'accepter des fois. Donc c'est pas évident la retraite. Hein. Qu'est-ce que tu veux penser? Tu penses pas au travail déjà. Hein. Et tu penses à rien. Tu regardes. Voilà, tu fais ton tour après. La solidarité des chauffeurs routiers et la médiatisation de son action lui ont valu une notoriété qu'il regrette d'avoir laissée derrière lui. C'est les émissions de télé que j'ai faites qui m'ont pas déplu d'ailleurs. Connaître des gens, des journalistes. Naturellement, ça m'a fait plaisir d'être reçu par un Premier ministre, d'être reçu par des ministres du Transport, d'avoir fait des émissions de télé avec même notre président de la République, Sarkozy. J'ai fait des émissions avec Sarkozy. Ça m'a permis, quand j'étais licencié à cause de ce conflit, de passer les concours et de rentrer à l'hôtel de ville, et puis d'être sous les ordres de Jacques Chirac, Tibéri, Dindloé. Tarzan n'a plus de 33 tonnes, mais par nostalgie de la route, il n'hésite pas à affronter les kilomètres pour se rendre dans le bar tabac où il joue régulièrement au loto. Bah là, je vais faire un loto. Bonjour. Madame se rappelle très bien de Tarzan le routier. C'est pour ça maintenant qu'on a 12 points sur son permis. Et j'étais le premier non syndiqué à être reçu par un Premier ministre de l'époque qui était Pierre Bérégovoy. Voilà. Bon, je vais faire mon loto, voilà. Ah, maintenant, quand je reviendrai, vous. Voilà. Et pourquoi pas un gros loto pour qu'on sable le champagne ici, quoi. Pourquoi pas. Voilà. Allez, au revoir et puis merci beaucoup. Hein. Plus que jamais, la solitude pèse sur les épaules de Tarzan, dont le feu sacré s'éteint petit à petit, rongé par la nostalgie. J'ai un loto plus près, mais bon, en fait, j'ai du temps à perdre hein, quand on est à la retraite, alors espérons qu'il va me faire gagner un jour. Voilà. Bah là, on est chez moi. Alors moi, j'habite au rez-de-chaussée. Voilà mon nom.
Ça, c'est mon antre. Il y a le narguilé, naturellement. Il y a Coluche qui est là. J'adorais Coluche, donc je lui ai mis un chapeau. La grande gueule, sympathique, sensible et profondément simple, symbole d'une France d'en bas qui a tant plu aux médias, est aujourd'hui oubliée de tous. Ah. Alors, où j'ai mis mon pressbook? Sur la table, ah oui. Mais son regard s'illumine à nouveau lorsqu'il parcourt son album souvenir. Donc j'ai bien changé hein, quand même. Là aussi. Des souvenirs de rencontres aussi improbables qu'exceptionnels, des moments qui l'ont marqué et qui semblent lui manquer. Il y a un rendez-vous avec le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, la photo avec le Premier ministre. Et ça, c'est la sortie de Matignon, ça, avec tous les journalistes qui m'attendaient depuis l'heure. Alors, des cartes, bon, ça c'est Mireille Dumas, Jacques Chirac qui m'avait envoyé ses vœux. Philippe Risoli était jeune là, au Millionnaire, il m'avait invité. J'avais fait un défilé de mode à la Cigale le 26 mai 94. Maintenant, je suis plus... ça me fait rien, quoi. Moi, je regrette pas ce que j'ai fait, quoi. Alors bon... Ça m'a fait connaître, et puis la preuve que 18 ans après, on reparle de moi, quoi. Ça fait plaisir quand vous êtes à la retraite et puis qu'on reparle de vous. Donc vous n'êtes pas tout à fait à la retraite, quoi. Encore il reste un petit truc. Bon, on a fait le tour du pressbook. Voilà. Et si finalement aujourd'hui Tarzan était le porte-parole tout trouvé des retraités? Et maintenant, la lumière se rallume sur Tarzan. Tarzan, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes né en 1948 à Paris, d'une famille d'origine modeste. Vous commencez à travailler à 14 ans comme coupeur d'abat-jour. C'est quoi coupeur d'abat-jour? C'est simple, vous avez un gabarit, ouais. Et puis vous mettez ça sur des papiers d'abat-jour, et puis avec un couteau, vous coupez. On se coupait bien les doigts. Mais enfin, vous voulez à tout prix faire un métier extérieur, dehors, dans la rue, au contact des gens. Vous devenez coursier en Solex. Oui. C'est extraordinaire. Je suis même rentré dans un quart de flic, mais bon, ça, c'est pas grave. Et puis manutentionnaire et déménageur. Et à 22 ans, vous passez tous vos permis poids lourds. C'est le début de votre aventure de chauffeur routier. Voilà. Absolument. En 92, vous avez 44 ans, vous roulez depuis 25 ans, vous vivez à Ménilmontant, Ménilmuche, dans un appartement de 20 mètres carrés. C'est vrai. Avec Nicole. C'est vrai. Dite Nini. C'est vrai qu'il est décédé maintenant. Ouais. Alors vous, votre pseudo, c'est Tarzan, ça vient d'où? Bon, c'est un collègue qui m'a baptisé Tarzan. Ouais. Bon, vous aviez le... Oui, le look. Le look, ouais. Oui, j'avais les cheveux longs dans ce temps-là. C'est là que le gouvernement d'Édith Cresson décide d'instaurer le permis à points, donc 6 points pour tout le monde, voilà. Pour les conducteurs lambda comme les professionnels. Ça nous plaisait pas. Bah oui, les premiers à s'opposer à ça, c'est vous, hein, c'est les routiers. Hein. Voilà. Le gouvernement ne veut pas reculer sur ce principe. Et quand Bérégovoy remplace Édith Cresson, ça change pas. Ça change pas du tout et ça empire même. Sur les routes, c'est le bordel. Blocage du trafic, opération escargot, pneus brûlés. À l'été 92, le mouvement se durcit brutalement, donc avec le blocage des dépôts pétroliers de Gennevilliers, qui est le point stratégique en fait d'approvisionnement de carburant pour l'Île-de-France. Voilà. Alors là, vous êtes à la manœuvre. Hein, avec oui, mais pote, c'est bien joué. Avec votre pote Castagnette. Oui. Vous dites on n'est pas considéré, on a des horaires dingues, on roule 62 heures par semaine, et finalement cette histoire du permis à points, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Bah oui, parce que de toute façon, on était toujours en infraction, alors que ça soit dans les matières dangereuses ou ça soit dans les autres matières de transport, on accélérait, on était pris par le temps, tout ça. Donc le permis à points aurait duré 6 jours. Ouais. 6 jours. Alors, des dizaines de routiers déboulent sur le site, il n'y a pas de chef et vous devenez chef. Voilà. C'est vous le chef. Non, c'est des journalistes qui ont trouvé que j'avais une bonne tête, que je parlais bien. Je parlais bien, façon de dire, que je parlais à tout le monde, quoi. Je cachais rien de ce que j'avais à dire. Et alors, ils sont flashés sur moi, et puis voilà, ils sont venus au renseignement par moi, quoi. Voilà, tout simplement. Il y avait de quoi? D'abord, il y a 135 kilos. Non, je faisais 125, pas 135. Oh, là, il est coquet en plus. La casquette rouge, les boucles d'oreilles. Ouais, ça n'a pas changé. Hein. Et vous devenez une star des médias. Ah bah si. Tarzan, tout le monde s'en souvient. Hein.
Oui, d'ailleurs, 18 ans après, oui, et je suis encore étonné moi-même. Alors à l'époque, il n'y a pas un journal télévisé qui s'ouvre sans qu'on vous voit, vous, vos revendications. En fait, un permis poids lourd distinct du permis voiture, c'est ce que vous vouliez. Absolument, on voulait un double permis. Si on fait une infraction en poids lourd, qu'on retire un point sur le permis poids lourd, et le VL comme les autres usagers. Et ça n'a pas eu lieu. Oui, parce que vous respectez les limitations de vitesse, etc. C'était pas possible, quoi. Déjà, vous faisiez 14 heures par jour, donc... Pratiquement, on les respectait pas. Non. C'était une façon de vous tuer. Oui, mais il faut bien vivre, alors donc ça continue toujours, d'ailleurs. Bon, la situation empire, hein, le blocage dure, 200 camions face au CRS. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les CRS, ils n'osent pas donner l'assaut, parce que donner l'assaut sur une raffinerie... Il y avait des pleins, matières dangereuses, super, etc., toluène, polluène, xylène, etc., quoi. Tout ce qui fait sauter un porc, quoi. Alors, voilà, vous êtes une star, quoi. Un jour, on vous amène pour négocier avec le ministre des Transports, vous demandez des sirènes. Oui, oui. Comme un gamin, quoi. Oui, bien sûr, oui. C'était les RG, les renseignements généraux. Alors, je vais demander à avoir la sirène, à avoir le pare-soleil avec police, tout, après tout. Oui, tant qu'à faire. Faut pas s'en priver. Vous rencontrez le Premier ministre à l'époque? Oui, Pierre Bérégovoy, oui. Pierre Bérégovoy, qui, comme vous, est d'origine modeste. Absolument. Raison de plus pour s'entendre bien. Et on s'est bien entendu. C'est grâce à lui qu'on a eu 12 points sur le permis. Quoi. Alors, quand vous allez voir le Premier ministre, Bérégovoy, vous avez un blazer vert pomme, des Santiago toutes neuves, enfin, vous étiez une star. Hein. J'avais des tiags, j'avais un pantalon, un t-shirt et puis une veste. Et puis voilà, des boucles d'oreilles aussi. Des boucles d'oreilles aussi. Et le catogan. J'ai pas enlevé mes boucles d'oreilles pour... Le catogan, il n'y est plus, hein. Non. Hélas. Vous devenez un habitué des plateaux télé, là? Oui, absolument. Vous faites des talk-shows, vous êtes reçu, vous êtes immortalisé dans une bande dessinée. C'est vrai, et j'ai même eu un portrait fait par Daniel Bruet, le sculpteur, qui a sculpté Mitterrand, etc. quoi. Vous enregistrez un 45 tours? Oui, mais ça n'a pas marché, mais bon. Ouais, c'était comment? Oh, c'était pas mal, non. C'était bon, à oublier. À oublier. C'était quoi les paroles? Le titre, c'est Mange Bitume. C'était du parler sur une musique, parce que je ne suis pas chanteur du tout. Mais c'était pas mal pour l'époque. Ça aurait pu marcher, peut-être. Ça avait un côté rap, un peu. Oui, mais rap routier, quoi. Rap routier, voilà. Vous avez inventé le rap routier. J'ai inventé le rap routier, oui. Donc vous êtes devenu célèbre assez rapidement, finalement. On m'a fait devenir célèbre. Mais bon, j'avais une bonne bouille, sans doute. Ça a été quoi les réactions de votre entourage quand vous êtes devenu comme ça très connu? Déjà, celui de mon patron qui m'a viré d'ailleurs à cause de ça. Et il y en avait 50% de routiers qui étaient avec moi, 50% qui étaient mitigés, quoi. J'ai un peu de jalousie. Votre famille, ils ont réagi comment quand vous êtes devenu célèbre comme ça? Ma famille était content. À part Nicole. Nicole n'était pas contente? Non, il y avait les journalistes chez moi et tout ça. Ça lui plaisait pas, Annie? Non. Elle voulait rester dans son intimité, mais bon, elle a dit c'est ton histoire, c'est pas la mienne, démerde-toi. Elle se réjouissait pas de vous voir à la télévision toute la journée? Non, ça l'emmerdait plutôt qu'autre chose, quoi. Tout à fait, Vous avez gagné de l'argent à cette époque? Absolument. Tout ça vous a rien rapporté? Si. J'ai écrit un livre. Un livre de chez Lattès. L'argent que j'ai reçu de Lattès, ça m'a complété mon chômage pendant 5 mois. Quoi. En fait, j'ai rien gagné. C'est pas grave. Pour vous, ça a été quoi le meilleur moment? Quand vous avez rencontré Bérégovoy? Oui, ça c'est... Faut reconnaître que là, des centaines de journalistes qui vous attendaient à la sortie, on vous saluait, les gendarmes vous saluent, vous rentrez et tout. C'est cool. Il y a l'huissier qui vous aurait tout. Non, faut pas déconner. Mais il faut pas bouder son plaisir. Hein, c'est sympa. Une fois dans sa vie comme ça, non, c'était cool. Quoi. Il y a eu des mauvais moments cet été-là, hein? Le manque de sommeil, sans doute, c'est ça, parce qu'on dormait pas beaucoup. Parce qu'on était toujours sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'à l'époque, les CRS, il y avait les gendarmes, les flics en civil, il y avait tout ça. À partir de là, vous retombez un petit peu dans l'oubli, une fois que c'est... Premièrement, je suis viré. Après, je passe des concours pour entrer
à l'hôtel de ville comme chauffeur. Ah, voilà, dans la fonction publique. Dans la fonction publique, parce que personne ne me voulait. Alors, fallait bien continuer à travailler. J'avais que 44 ans, hein, quand même. 45. Il n'y a aucun patron qui voulait vous engager, quoi. Voilà, absolument. C'est un emmerdeur. Fouteur de merde. Carrément, quoi. L'empêcheur de tourner en rond. Non. Quand il voyait ma tête, c'était terminé, quoi. Vous êtes nostalgique de cette aventure, Tarzan? Oui, bien sûr. C'est le grand moment de votre vie, quoi. Bah, c'est un moment que je regrette pas et puis qui va pas se représenter, hein, de toute façon. Faut le reconnaître. Non, mais c'est bien. Vous êtes rancunier, vous en voulez à des gens de ce qui s'est passé à l'époque? Non. La rancune, ça sert à rien. La rancune, pour moi, ça sert à être ridicule. Et oui. À part à la communauté européenne, vous en voulez à personne, finalement. Oui, bien sûr. À part qu'on n'a pas eu le double permis, c'est tout. Voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? C'était pas prémédité, alors donc je crois que je recommencerai pareil. Voilà. Comme maintenant je suis à la retraite, je sais pas, peut-être manifester pour les retraités. Il me reste quelques années devant moi. Ça vous tente, ça? Pourquoi pas? Oui, ça me tenterait, si j'ai une demande, oui. Vous êtes disponible pour une nouvelle aventure, Tarzan? Absolument. Pour les retraités, oui, ils le méritent, après tout. Quand vous serez mort, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? J'aurai pas de tombe parce que je me ferai brûler. C'est mieux en poussière, quand même. On pourrait écrire les routiers, c'était sympa. Pourquoi pas? Maintenant, moins. Maintenant, ça a changé la route. C'est plus comme avant, il y a plus de... c'est plus sympa. Pourquoi? Non, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Les routiers n'ont plus le respect de l'usager. Je vais peut-être me faire maudire, mais je le pense. Voilà, il en reste peut-être encore des sympas, mais pas trop. D'ailleurs, il n'y a plus les cuissons derrière, les routiers sont sympas, il y a autant que c'est enlevé, c'est décollé. Il est mort, Max Meignier. Ouais, c'est très sympa. C'est un RTL. Merci Tarzan, j'étais heureux de rallumer la lumière sur vous, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Et maintenant, la lumière se rallume sur Gérard Majax, sur Richard Gottener, sur Alex Taylor. Et maintenant, la lumière se rallume sur Armande Altaï. Et maintenant, la lumière se rallume sur André Lamy, Laurent Broumède, Jean-Patrick Capdevielle, sur Jean-Pierre Rive. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sydney, sur Gene Manson. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé, Jean-Pierre. Bonsoir, Thierry. Alors, vous êtes né le 31 décembre 1952 à Saint-Simon, dans la banlieue de Toulouse. Alors, famille de sportifs, votre grand-père était champion de vélo. Et vous vous mettez au rugby parce que votre cousin, Jean-Louis, y joue. Je suis passé à travers la vitre du gymnase et il en a conclu que j'avais quelques aptitudes pour jouer au rugby. Alors ce n'est qu'à 4 ans que vous découvrez les lunettes et le monde extérieur. Mon père aurait dû s'en douter parce que c'est une maladie génétiquement transmissible. Mon oncle était comme ça, mon père était comme ça. Ils avaient des carreaux, c'était des glaçons avec des fils de fer. Comme je pleurais quand on me montrait, vous savez, comme on montre aux enfants un avion, une vache, un truc. Moi, je pleurais parce que je voyais pas le truc. Donc, ils se sont inquiétés. Et en fait, finalement, j'étais quand même très, très, très miro. Avec votre argent de poche, vous allez au puces acheter des accessoires truqués. Alors, j'ai économisé mon argent de poche en faisant des courses pour les vieilles dames, tout ça, et j'ai acheté donc une série de tours. Alors, dès votre plus jeune âge, vous êtes passionné par l'imitation. Votre première imitation, vous avez 10-11 ans, c'était Ringo. Oui, c'est vrai. Mais le Ringo des Beatles ou le Ringo de Sheila? Non, le Ringo de Sheila, quand même. Le Ringo de Sheila, J'ai pas été aussi loin. Dès l'âge de 8 ans, vous apprenez le piano et la guitare. Votre mère part à Los Angeles pour faire carrière, évidemment. Et vous, qui rêvez déjà de chansons et de cinéma, vous la suivez. Et à l'âge de 13 ans, vous vous retrouvez en train de prendre des cours à la MGM. Oui, comment vous savez tout ça déjà? Ensuite, l'acteur studio, Lee Strasberg, vous avez vraiment appris le boulot de comédienne, quoi. Pour faire une carrière, il ne faut pas simplement faire comme ça, il faut prendre des cours, savoir de quoi on parle, et puis travailler beaucoup. Alors à 11 ans, vous perdez votre maman. Cancer du sein. Ça ne se soignait pas, ça ne se prévenait pas comme aujourd'hui. Quand vous avez 16 ans, votre père vous demande de quitter la maison et de vivre votre vie comme vos 6 frères et sœurs. Il a eu du mal à élever 7 gosses d'un coup au décès de ma mère. Vous vous retrouvez à la rue, Mais malgré tout, vous continuez vos études. Vous jouez du saxo et de la basse.
Malgré tout, vous passez un diplôme de comptable. L'envie d'y arriver, je crois. L'envie de se battre, de vouloir faire quelque chose, je crois que c'est avant tout ça. Alors en 1949, vous avez 5 ans, la famille s'installe à Marseille, sans votre père qui à l'époque... Parti en Indochine. Alors, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il n'envoie plus d'argent et vous êtes obligé de changer d'école. Déjà, dans cet appartement, on vivait sans électricité, on se chauffait avec des braseros. Nos camarades d'école trouvaient qu'on était très sauvages. Et voilà, il y avait des lampes à pétrole. Et ma sœur aînée et ma mère cousaient, faisaient de la confection pour que nous puissions survivre. Alors, fils unique. Fils unique. Enfant gâté. Peut-être un peu trop, oui. Enfant précoce aussi, vous avez le bac à 15 ans. 15 ans et demi, oui. Et puis 3 ans de médecine et de droit, mais en dilettante, hein, ça vous branche pas. Tout à fait. J'ai rendu une copie humoristique à la fin de ma 2e année de médecine, qui m'a valu de passer devant le conseil de l'université, qui était présidé par le président du Sénat. Je signais Landru et je donnais rendez-vous à l'examinatrice, enfin, etc. Le 15 juin 1978, vous faites votre première rubrique météo dans le JT de Patrick Poivre d'Arvor sur Antenne 2. Et là, ça a marché tout de suite parce que vous aviez un style scientifique. Bizarre. Puis en plus, j'avais une drôle de touche, il faut bien dire ce qu'il y a. Vous aviez un look de premier de la classe qui était très surprenant. Finalement, ça n'a pas trop mal marché, j'étais heureux. Et c'est vrai que j'étais connu en une semaine. En fait, je dois ma carrière à Saddam Hussein, ça vous le savez, parce que Saddam Hussein a eu la bonne idée d'envahir le Koweït 1 mois après j'ai commencé à faire l'émission. Vous êtes passé de 200 000 téléspectateurs à 3 millions. Oui, 3 millions un matin, grâce à Saddam Hussein qui a envoyé... Donc tout le monde regardait la télé le matin pour la première fois. Et TF1 faisait des dessins animés. France 3, avec ce journal très bizarre, avec cet énergumène, était la seule émission qui parlait de ce qui venait de se passer pendant la nuit. Et je n'aimais pas du tout cette chanson. Alors d'abord, je voulais pas la mettre sur le disque. Les gens qui m'ont enregistré m'ont dit si, il faut la mettre, je t'assure, elle est efficace. Une fois qu'elle a été sur le disque, je voulais pas la sortir en single. Après, je voulais pas la défendre. Et ça s'appelait Quand t'es dans le désert. Et on me la ressort toujours 35 ans plus tard. Ah oui, mais c'est un tube absolument énorme qui a marqué terriblement les gens. Hein. Et alors, il s'est passé un truc vraiment étrange. J'écoutais donc Monte Carlo sur un petit épaz, un truc comme ça. Et d'un seul coup, j'entends ma chanson. Je me dis, c'est pas possible, c'est extraordinaire, quoi. Et c'était vraiment tout au début, c'était la première fois que je l'entendais à la radio. Et la désannonce, c'était mon pote, avec des paroles comme ça, tu vas pas souvent l'entendre ta chanson. Et là, vous commencez à faire du coaching de voix, alors des voix évidemment de chanteurs. Beaucoup de grands chanteurs sont passés entre vos mains. Ce sont ces techniques que vous enseignerez aux 16 élèves de la Starac à partir d'octobre 2001. C'est arrivé très vite. Du jour au lendemain, mon répondeur était rempli de gens qui chantaient « Je t'aime ». ma boîte aux lettres, il y a des paquets qui tombaient comme ça. Les mails, c'était par 400, 500 par jour. Je ne pouvais pas aller dans un restaurant sans qu'il y ait quelqu'un qui se lève, qui me fasse un concert. Même dans le métro, j'ai arrêté de prendre le métro parce que les filles se levaient, me chantaient une chanson, une autre la poussait, chantait aussi une chanson. Tout le monde voulait en être. Alors, l'émission est à l'antenne du 14 janvier au 19 décembre 1984. C'était HIP-HOP. La deuxième émission, on l'a tournée à La Courneuve, où j'y habitais moi-même. Et ils avaient peur, les caméramans, de se dire, oh là là, on va se faire piquer les caméras et tout. On était dans une première, voilà, et c'était magnifique, quoi. C'est la célébrité, c'est la gloire. Votre père, par exemple, qui vous avait un peu traité comme ça, est-ce qu'il est revenu vers vous à ce moment-là? Alors, sa première réaction, elle est toujours négative, mais on sait que c'est positif au fond, parce que j'ai ma belle-mère quand même qui me disait, oh, ça va, il regarde quand est-ce que tu passes à la télé, quand donc même. Ça va. Mais sa première réaction, dit, pourquoi tu t'appelles Sidney? Et je vois pas le nom de famille apparaître. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Bien antillais. J'ai dit, bon, papa, tu veux qu'il y ait écrit Dutheil? Bon, on mettra dans le générique Sidney Dutheil. Le sommet, c'est le 14 juillet 1979, avec le 15 de France, face à la Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que la France battait la Nouvelle-Zélande. Oui, un vrai miracle. Ouais. Alors, évidemment, ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est le public d'Auckland qui vous ovationne comme si c'était leur équipe qui avait gagné. Vous dites, ce jour-là, j'ai pris la plus grande leçon de sport de ma vie. Oui, parce que ces gens sont d'une grande civilité, ils sont extrêmement sportifs. La Nouvelle-Zélande, c'est certainement le pays du rugby. S'il est né quelque part, le rugby, il est né là, et les gens aiment le rugby avant tout. Quel a été le pire moment à l'époque? La chute. Bonne réponse. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors après, j'ai tourné une autre émission avec Marie-France Brière sur TF1 qui s'appelait Côte d'amour, en début 85.
c'était un peu, je me suis pas senti bien et ça n'a pas plu à mon public. Je pensais pas qu'à ce point-là, j'étais tant un symbole de la culture hip-hop en un an de temps. Alors en 2008, vous êtes directrice de la Starac. Malheureusement, c'est la dernière saison. Vous étiez un peu déçu. Vous avez dit la Starac a perdu de vue ce qui faisait sa force, la musique. Ouais. C'est-à-dire qu'on voyait des choses qui n'étaient pas du tout musicales. Ils préféraient les disputes en se lavant les dents ou des choses comme ça. Et puis c'est un peu le contraste, tant pis si je vais le dire, hein, mais un contrat passé avec TF1, c'est comme un contrat avec la banque. C'est-à-dire, vous signez pour un pourcentage, pour des trucs, tout ça, et puis hop, il suffit que le gouvernement dit quelque chose et votre contrat ne tient plus. Oui. Alors, récemment, on vous a retrouvé dans la ferme Célébrité en Afrique, et vous avez déclaré, après avoir vu et vécu ça, j'ai vraiment peur pour l'avenir de la société. Dans le sens que oui, parce qu'aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi et devenir une vedette. N'importe qui peut chanter et devenir une vedette. Et puis, on banalise tout ce qui est artistique. Ah, c'est un métier, ce qu'on fait. Le Rendez-vous au tas de sable, c'est votre premier long métrage. Vous avez travaillé 5 ans. Vous êtes scénariste, compositeur, acteur. Et c'est un flop, quoi. Total flop. On se prend une veste dans Première. Mais c'est injurieux, on est traité comme du pu. Enfin bon, cela dit, quelques années après, moi j'ai reçu des courriers, j'ai reçu des mails, mais insistants, me disant quand est-ce qu'on peut voir ce film. En cassette, il était épuisé, tout ça. Ça fait que j'ai réédité ce film et que depuis, c'est un film culte. Comme vous savez que votre copain est malade, vous enregistrez des émissions à l'avance pour pas manquer l'antenne. Et quand votre ami décède dans vos bras, vous recevez une lettre pour absence injustifiable. J'étais absent une semaine en tout et pour tout, parce que mon copain depuis 7 ans est mort dans mes bras. Et j'ai reçu, en tout et pour tout, la semaine d'après, une lettre me reprochant une absence. Et il savait très bien. Je leur avais dit, je suis absent une semaine, etc. Enfin, ça aurait été ma femme. J'aurais pas reçu ça. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je n'aurais pas monté ma boîte. C'était une galère. Je suis en regret un peu de ne pas avoir donné plus de chance à une carrière américaine dans laquelle c'est pas fini, hein. Un artiste ne connaît jamais son heure. Et l'année prochaine, je vais partir un petit peu plus de l'autre côté de l'Atlantique. Dans les 5 ans qui ont précédé la sortie du Rendez-vous au tas de sable, en fait, j'ai tellement cru à ça que je n'ai fait que ça. Ah, d'accord. Et en fait, j'ai un peu mis tous mes œufs dans le même panier. Vous avez un peu lâché la proie pour l'ombre, quoi, on peut dire. Voilà. Et donc, je pense que là, je serais plus sage et je travaillerais sur d'autres trucs en même temps. Vous continueriez à faire des disques? Oui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne passerai pas du Tintamarre à la Michaudière en 4 mois. Et si c'était à refaire, on me disait oui, je le referais. Je continuerai à chipper, à choper, parce qu'il n'y a aucune émission au monde actuellement, alors qu'on est en 2010, sur la culture hip-hop et urbaine en général. Bien sûr. Je me laisserai encore moins emporter par le milieu, le métier que je l'ai fait. Je me préserverai beaucoup plus. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Gérard? J'apprendrai pas de tour à tant de gens que j'ai aidés et qui n'ont pas de reconnaissance. Mais ça, on a du mal à s'imaginer, comme quand vous prêtez de l'argent et que la personne vous le rend. Pourquoi la personne vous fait la gueule après? Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Quelle épitaphe vous voulez? J'en ai 2, vous me direz celle que vous préférez. Le Tchernia du hip-hop ou le gourou du rap? Je préfère que c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle Prière d'amour, qui restera. Et moi, je préfère être éparpillée dans le vent que d'avoir une tombe. Je le ferais peut-être en 2 temps. En haut, il y aurait marqué Game Over. Et en dessous, Same Player Shoots Again. Chaque fois que je rencontre les gens, ils font « Ah !» Voilà. On écrira ça. Enfin. Enfin, une disparition que j'ai réussi. C'est vachement bien. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci André. Merci à vous. Merci Richard. Merci Jim. C'est moi Thierry. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci de m'avoir reçu. Armand. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Thierry. C'est très bien. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.